Alors, ici, ce que ça va amener, alors, que le flash solaire ait lieu ou pas, c'est quelque chose qui va arriver quand même en 2020. Donc, c'est ce qu'on appelle le réveil en masse de la population terrestre pour résoudre les problèmes actuels. Donc, jusqu'à présent, la population terrestre était quand même relativement inconsciente. On ne cherchait pas non plus à prendre conscience des choses. Donc ici, vous êtes un groupe qui cherche à prendre conscience des choses et à connaître un maximum de choses sur des choses qui ne sont pas forcément révélées partout. Hein, donc, je dirais que vous avez déjà fait le travail depuis un certain nombre d'années. Hein, mais le travail, vous allez continuer à le faire et vous allez pouvoir aussi aider ceux qui vont commencer à se réveiller. Parce que là, on parle, je dirais peut-être que les personnes qui sont, je dirais, réveillées actuellement, ça se chiffre peut-être en millions, et là on va passer de millions à milliards. Donc là, il va y avoir un énorme travail pour ceux qui disposent d'un minimum de connaissances et qui vont pouvoir aider les autres. Alors, ici, donc, quels sont les problèmes actuels? Donc la pollution de l'air et de la terre, donc ça vous en avez tous conscience, et donc il ne faut pas trop attendre des gouvernements pour résoudre ces problèmes-là, et donc c'est chacun, comme vous voyez la personne ici, qui va se mettre au travail, et puis qui va nettoyer son bout de terrain. Donc si on s'y met à plusieurs milliards, donc assez rapidement, donc la terre va être nettoyée. Après, il y a le problème des océans, où ça va être peut-être certainement un peu plus compliqué. L'utilisation des pesticides, donc nous on commence à être sensibilisés sur le fait qu'il faut faire disparaître les pesticides, hein, mais il faut aussi que les agriculteurs trouvent des solutions de remplacement. Et donc ils puissent également arriver à se passer de pesticides, sans que ça altère trop leur récolte. La pollution de l'air, donc ça c'est dans les grandes villes. La pollution de l'air, c'est quelque chose qui affecte les grandes villes. Moi je suis allé par exemple à Shanghai, et donc là il y a très souvent de la pollution, et donc les enfants se promènent comme ça avec un masque. La déforestation mondiale, donc là vous avez eu un exemple criant avec ce qui s'est passé en Australie. Alors en Australie c'était pas volontaire, bien que j'ai regardé les nouvelles dernièrement, ils disaient qu'il y avait 200 personnes qui avaient été prises par la police et qui mettaient le feu en Australie. Ah ouais. Donc ça veut dire que des fous, il y en a un peu partout, hein, des gens qui sont quand même dangereux. Et donc il n'y en a pas qu'en France, et aux États-Unis et ailleurs, il y en a aussi en Australie aussi. C'est intéressant, c'est que ça fait quand même 3 ans que le gouvernement australien se lance sur un projet de train à grande vitesse à travers le pays. Passer dans le parc des courants qui vont jusqu'à l'esprit, qui vont j'ai un peu de mal à comprendre. Et ce projet-là, comme par hasard, les terrains où ça va être construit, c'est justement là où vous pouvez vous choisir. C'est-à-dire le projet de train à grande vitesse. Oui, d'accord. C'est ça que j'avais compris, le projet de train de grande vitesse. Donc là, ça va peut-être prendre un peu de retard. Donc on verra. En tout cas, en 2019, vous avez entendu parler de la déforestation en Amazonie. Hein, donc des feux qui étaient aussi volontaires. Il y en a eu beaucoup aussi en Afrique. Hein, donc toutes les zones qui sont en rouge, c'est des zones où il y a de gros risques de déforestation. Hein, et puis là, c'était pas indiqué, donc à l'époque où j'ai trouvé la photo, c'était pas indiqué comme gros risque. Vous voyez que là, c'est passé d'orange à rouge. Hein, donc avec la quantité et la surface de forêts qui ont été détruites en quelques mois. Donc par contre, nous, on est quand même relativement peu touchés. Bien que pendant les étés, il y a également en Grèce, dans le sud de la France, en Californie aussi. En Californie, il y a beaucoup de feux aussi. Donc on n'est pas non plus à l'abri des feux. Alors qu'est-ce qu'il y a comme problème? La surpopulation. Donc là, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre instantanément. Il y en a qui ont pensé à des solutions radicales d'élimination de la population à travers des vaccins et autres. Mais voilà, donc c'est pas une solution. Pour moi, c'est pas une solution à adopter. Il faut que, je pense qu'une des
meilleure solution, c'est la prise de conscience des populations pour réduire le nombre de naissances. Et également que les pays, certains pays encouragent l'immigration. Je prends par exemple le Japon. Le Japon, lui, ne peut pas du tout encourager l'immigration. Donc il va voir sa population diminuer, mais il va y voir également tous les problèmes augmenter avec le vieillissement de la population. Donc actuellement, par exemple, il pense à l'utilisation de robots pour s'occuper des personnes âgées. Je ne sais pas si c'est vers cette voie qu'on doit se diriger. Par contre, en Allemagne, il y a quelques années, donc ils ont accueilli 1 million de réfugiés. Et donc là, ça va leur permettre, alors le gain n'est pas instantané, mais leur permettre d'assurer les retraites des Allemands. Alors, c'est pas qu'avec cette solution-là, mais c'est au moins une des solutions. À partir du moment où on a des réfugiés qui sont, je dirais, d'un certain niveau, qui ont un certain niveau d'études. Alors, ici, on a eu beaucoup d'affaires, je dirais, concernant les abus sexuels. Donc, actuellement, il y a un procès concernant Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, donc, qui était producteur à Hollywood, et donc qui a violé je ne sais combien d'actrices. Donc là, il passe en procès pour 2 actrices qui ont porté plainte, mais il a réussi à négocier, moyennant finance, donc le retrait de la plainte d'un certain nombre d'actrices. Joël Le Squarneck, qui est chirurgien, il a au moins 200 à 300 viols à son actif. En qualité de chirurgien, donc il faisait ça pendant les opérations, avant ou après, on ne sait pas. Donc il avait conservé un carnet avec toutes les horreurs, donc il était pédophile en fait. Jeffrey Epstein, je pense que vous en avez suffisamment entendu parler dans les informations. Donc on dit qu'il est mort pendu en prison, ça c'est pas quelque chose de sûr, donc il a peut-être été tué. Et donc le prince Andrew, qui est un des fils de la reine d'Angleterre, donc qui était mêlé aussi aux activités de Jeffrey Epstein. Donc les abus sexuels, c'est quelque chose qu'on est en train de régler, mais ça va demander un peu de temps. Et il y a aussi quelque chose qui est en cours, et qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc là également, tout le monde est persuadé qu'il faut qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, mais quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises et par ailleurs, donc on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Mais je dirais qu'on va quand même dans la bonne direction. Donc on voit par exemple qu'il y a plus de députés femmes, plus de femmes qui rentrent en politique et autres. Par exemple en Finlande, donc il y a eu une première ministre qui a 34 ans, qui est devenue qui est à la tête du gouvernement. Elle a nommé 10 femmes dans son gouvernement et 5 hommes. Donc, elle a renversé la balance. Alors les paradis fiscaux. Donc là dernièrement le gouvernement s'est encore planché là-dessus et donc ils ont déterminé une liste de paradis fiscaux qu'il faut surveiller d'une part et sur lesquels il faut prendre des mesures parce qu'ils viennent perturber, je dirais, tout ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale et ils favorisent la vie de certains riches qui peuvent se permettre de mettre des capitaux dans des paradis fiscaux. Alors, le réchauffement climatique. Donc, comme je vous ai dit, qu'on rentrait dans l'ère du Verseau et que le Soleil se rapprochait du plan galactique, eh bien, le réchauffement climatique va continuer. Seulement, comme Nibiru est en train de partir, et vous avez déjà vu l'effet en 2019 donc, sur les glaces de l'Antarctique, donc l'effet est beaucoup moindre. Il ne va pas y avoir l'effet de Nibiru qui va se rajouter au réchauffement climatique global. C'est pour ça que je dis que le réchauffement climatique va continuer, mais avec un peu moins de phénomènes extrêmes. Des phénomènes d'ouragans et autres, bon, ça continuera à exister, mais si vous faites un calcul comptable dans les années futures, vous verrez que c'était un peu moins extrême que pendant l'année 2012-2018. Mais bon, là, il faudra avoir un peu de recul pour pouvoir tirer ce genre de conclusion.
Alors les ouragans, ça c'est aux États-Unis, ça c'est très dévastateur, et donc on ne peut pas dire grand-chose. Donc là c'est les assurances, et puis toutes les personnes, principalement les personnes qui sont touchées, donc ont énormément de mal à s'en remettre. Donc là la seule chose, une des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait une grande solidarité, parce que ça peut nous arriver aussi, et puis également que le gouvernement intervienne pour aider financièrement toutes les personnes qui ont été touchées. Donc les inondations, je ne sais pas si vous avez regardé, cette année il y a eu énormément d'inondations. Et là je pense encore que sur les aspects d'inondation et ouragans, les phénomènes vont être un peu moins extrêmes. Maintenant, on vient de se choper une tempête il y a 15 jours. Il y a 40 ans que j'habite dans mon village, dans le Nord-Isère, on a eu des vents à plus de 120 km/h. Ça n'est jamais arrivé. Ouais, je suis bien d'accord. Donc, il faut encore s'attendre à des choses comme ça. Mais comme je dis, comme Nibiru va s'éloigner de plus en plus, donc ça va être un peu moins. On va retrouver une situation qu'on avait eue avant 2012. Donc la sécheresse. La sécheresse, les incendies. Donc là, vous êtes bien au courant pour ce qui se passe en Australie. Et puis, un autre phénomène qui va arriver cette année particulièrement, et qui a déjà commencé les années précédentes, c'est que la population va manifester pour avoir des gouvernements au service de leurs citoyens. Et pourquoi ça? Parce que je vous ai parlé du flash solaire, et donc le grand réveil qui va avoir lieu. Donc au lieu d'avoir quelques millions de personnes qui vont être réveillées, là ça va commencer à être quelques milliards. Donc les gouvernements vont avoir beaucoup de difficultés à contenir tout ça, ce réveil massif. Et donc les gens vont prendre conscience qu'ils ont une partie de pouvoir et qu'ils veulent de manière définitive, que les gouvernements soient à leur service, et non pas le contraire. Alors juste pour la parenthèse, moi ce matin j'ai distribué les tracts à la sortie de l'école et sur le marché du village pour faire une initiative citoyenne pour les élections municipales qui arrivent, pour changer les choses dans notre village. Je me battais déjà pour la cause depuis des années. Donc on va voir déjà comment ça se passe, je dirais au niveau des élections municipales, qui vont avoir lieu au mois de mars cette année. On va voir s'il y a des manifestations ou des choses qui vont se produire et qui vont faire en sorte que nos élus soient réellement à notre service. Alors, voilà, donc vous pouvez peut-être reconnaître ce qu'on appelle un thème astrologique. Donc moi je me suis intéressé depuis de nombreuses années à l'astrologie. Et là je vais vous parler de l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, donc vous reconnaissez le zodiaque avec différents signes. Alors je suis sûr que parmi vous, donc, il y a des gens qui sont du signe du Verseau, d'autres du Capricorne, d'autres du Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier ou Poisson. Voilà, donc ici il y a 12 signes du zodiaque qui correspondent en fait, donc c'est plutôt ce qu'on appelle le zodiaque tropical, c'est-à-dire l'emplacement des planètes dans le zodiaque, mais par rapport aux saisons. Donc ça démarre par exemple au 21 mars, donc le début du Bélier. Donc c'est le zodiaque tropical. Il se trouve que, juste aujourd'hui, le 7 janvier 2020, donc ça on a commencé à 20h. Donc là j'ai regardé ce qui se passait aujourd'hui. Il y a un grand nombre de planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est un signe de terre. Donc c'est quelque chose de matériel. Donc les gens qui sont intéressés par les choses qui sont matérielles. Et c'est aussi un signe de pouvoir, parce que le Capricorne essaye d'aller en haut de la montagne. Donc il veut avoir le pouvoir sur la montagne. Et donc ici, il y a un grand nombre de planètes qui se sont rassemblées. Donc Jupiter, Mercure, le Soleil, Saturne et Pluton, qui sont rassemblés ici dans ce signe-là du Capricorne. Et donc j'ai pu observer ce qui se passait, ce qui allait se passer tout au long de l'année 2020. Et donc il va y avoir un certain nombre de planètes, dont Jupiter, Saturne et Pluton, qui vont rester dans le signe du Capricorne.
une bonne partie de l'année. Et donc tout ça, en astrologie mondiale, on dit que ça va mettre à mal toutes les structures de pouvoir. Toutes les structures de pouvoir, qu'elles soient des structures politiques, des structures religieuses et autres, et financières, toutes ces structures-là vont être mises à mal. Et donc, à cause du réveil massif, je dirais, de la population terrestre, eh bien, donc ça va être ébranlé. Donc les structures de pouvoir vont être ébranlées, mais il va falloir quelques années pour que on en voit tous les fruits. Donc on peut dire que ça a un peu déjà commencé. Ça a déjà commencé avec le fait que certains hommes politiques sont déjà tombés, mais ça va continuer encore pendant 4-5 ans. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on bosse jusqu'à 67 ans. Voilà. Et là, au sujet de la retraite, j'ai regardé où était, par exemple, Saturne. Donc le 5 décembre, au moment où on a commencé les manifestations pour la retraite, eh bien, on était à 3 degrés de Pluton. Et donc, en astrologie, on dit que quand les deux planètes sont à 3 degrés, il commence à y avoir une influence notable. Donc, par contre, là, ils vont être Saturne et Pluton vont être en conjonction le 12 janvier. Le 12 janvier, et donc, je crois savoir qu'il va y avoir d'autres manifestations donc, qui vont se faire d'ici là. J'ai entendu parler de manifestations jeudi, je ne sais plus quand. Le 9, d'accord. Donc on se rapproche aussi du 12. Et il faut savoir que la période d'influence est quand même de quelques mois, autour de la date du 12 janvier. Et donc, là, une autre représentation possible, c'est de disposer ici tous les signes comme ça. Et donc on a un graphique linéaire, et on voit quand est-ce que les planètes se rencontrent. Par exemple, ici, Saturne et Pluton se rencontrent le 12 janvier. Donc, il va se passer la même chose concernant Jupiter et Pluton. Mais un peu plus tard de l'année, à partir du printemps. Alors, en général, quand Pluton est en conjonction avec Saturne, les nouvelles sont mauvaises. D'accord ? Donc, ne vous attendez pas à quelque chose de très positif, je dirais, dans la période qui vient. Par contre, lorsque Jupiter est en conjonction avec Pluton, et ça va arriver au printemps, les nouvelles sont positives. Et donc, c'est cette conjonction qui va durer plus longtemps dans l'année. Par exemple, le 12 janvier, conjonction Saturne-Pluton, et puis le 29 mars, conjonction Pluton-Jupiter. Donc là, mauvaise nouvelle, si on peut dire, la bonne nouvelle. Donc les choses vont s'arranger. Mais ils ne vont pas forcément s'arranger comme le gouvernement avait prévu au départ. Donc ça va s'arranger dans le sens de rendre service aux gens. D'accord ? Donc le 30 juin, on a encore une conjonction entre Pluton et Jupiter. Le 12 novembre, encore une fois. Et puis une dernière en conjonction le 21 décembre 2020 entre Saturne et Jupiter. Donc là, je dirais qu'on fera un peu le bilan en fin d'année, mais on verra que les choses, au moins pour la France, donc auront dû évoluer correctement, je dirais, au moins sur cet aspect de retraite. Donc je ne suis pas du tout confiant actuellement dans les jours et les semaines qui viennent, mais à partir du printemps, oui, et jusqu'à la fin de l'année, oui, on va voir les choses se débloquer. Alors, quand les gens se réveillent, eh bien, il y en a beaucoup qui disent je vais manifester que je ne suis mon mécontentement. Et donc, c'est ce qui s'est déjà passé les années précédentes, et particulièrement en 2019. Mais je dirais que les choses vont encore s'amplifier par rapport à ce qu'on a connu en 2019. Donc là, je parle d'un réveil massif. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les gens restent derrière leur bureau. Donc là, c'est ce qu'on a vu à Épinal le 26 octobre, à Hong Kong le 27 octobre, au Chili le 26 octobre, à Barcelone le 26 octobre, qui manifestait pour l'indépendance, à Alger le 1er novembre, là au Liban le 27 octobre. Là, c'est une manifestation un peu particulière parce que c'est une manifestation pacifique.
Donc les gens se donnent la main, je crois qu'il y avait 170 km de personnes comme ça qui se sont donné la main. Voilà, alors, donc tout ça, toutes ces manifestations vont entraîner le fait que certains hommes vont se retirer du pouvoir. Donc vous avez peut-être vu, vous avez certainement vu la chute de Abdelaziz Bouteflika, qui était président algérien. Et donc il était déjà vieux. Et puis derrière, donc, il y a eu tout un tas de problèmes. Et les choses ne sont pas encore complètement résolues. Donc il y a eu un nouveau président, un nouveau gouvernement qui a été nommé. Les choses ne sont pas encore terminées. Donc au Soudan, il y avait un dictateur qui était en place depuis 30 ans, qui s'appelle Omar el-Béchir, qui est parti aussi. Et puis Evo Morales, donc il y avait peut-être de bonnes idées au départ, mais les choses ont un peu dérivé. Et puis donc il est parti se réfugier au Mexique, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui aient des informations plus récentes. Donc voilà, donc là je parle aussi de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. Donc il a été mis en accusation pour corruption, abus de pouvoir, abus de biens sociaux. Donc pour l'instant il se protège du fait qu'il est encore Premier ministre, mais il y a des élections qui sont prévues au mois de mars. Donc il y a déjà 2 élections qui ont eu lieu donc en Israël, donc qui n'ont pas pu permettre de le remettre au pouvoir. Je pense qu'au mois de mars, ça va être la bonne pour qu'il parte définitivement du pouvoir. Donc l'économie et la finance vont être secouées pour aller vers plus de justice et de solidarité. Donc comme les gens vont se réveiller, eh bien ils ne vont plus accepter des choses telles qu'on a connues jusqu'à présent, les gens qui sont hyper riches et les gens qui sont pauvres et qui n'ont pas de quoi manger, ça n'est plus acceptable. Donc les extrêmes ne sont plus acceptables. Donc il faut qu'on aille vers plus de justice et de solidarité, et les choses vont bouger. Il y a des associations et tout un tas de personnes qui se mettent actuellement en mouvement pour essayer de corriger les problèmes. Mais tout ça, encore une fois, ça va prendre du temps, et donc il ne faut pas s'attendre à ce que tous les problèmes soient résolus pour la fin de l'année. Donc vous allez voir que ici, au niveau de l'économie, donc on a vu qu'un certain nombre de pays, comme la France, les États-Unis et autres, donc ont une dette qui augmente d'année en année. Nous, on a dépassé les 100% de PIB en termes de dette. Et je crois que ça correspond à peu près à 35 000 euros par personne de dette. Et en Italie, c'est un peu supérieur. Donc ils sont à 133% de la dette. Et aux États-Unis, on n'en parle plus. Ils sont à 25 000 milliards de dettes en dollars. Donc ils ont un énorme problème et les choses ne vont pas pouvoir durer très longtemps comme ça. C'est pour ça que les économies sont relativement fragiles. Et donc en Europe, on a essayé de résoudre le problème au travers de la Banque centrale, en mettant en place ce qu'on appelle des taux d'intérêt négatifs. Donc les taux d'intérêt de la Banque centrale sont actuellement de moins 0,5%. Et donc ça veut dire que la Banque centrale prête de l'argent aux banques françaises et aux banques européennes. Avec ces taux d'intérêt-là, ça veut dire que l'argent qu'elles prêtent, elles en reçoivent à la fin un petit peu moins. Donc c'est comme si vous donniez de l'argent à quelqu'un d'autre et vous disiez je te donne 100 euros mais tu m'en rendras que 99. D'accord ? Il n'y a pas de taux d'intérêt. Donc ce petit jeu, ça ne peut pas, à mon avis, durer très très longtemps. Parce que c'est en fait, on fait comme ça un peu de la fausse monnaie. Donc ça se fait aux dépens de toute la population européenne. Pour l'instant, les gens n'en ont pas pris tellement conscience, parce que je dirais que 0,5% par an, c'est pas énorme, donc ça va finir par se faire sentir. Et donc les États-Unis ont un mode d'opération un petit peu différent, ils ont des taux d'intérêt qui sont positifs. Par contre, la Fed, donc c'est la Banque fédérale
les US, les États-Unis, donc donnent souvent de l'argent aux banques sans rien en retour. Donc ça revient à peu près au même que de faire des taux d'intérêt négatifs. Et donc ça, c'est pour essayer de faire en sorte que la dette américaine ne s'enfonce pas trop dans le vent rouge. Mais on voit que les Américains n'ont pas trop de solution. Je pense qu'il n'y a pas de solution, sauf une crise. Et donc, il va y avoir des évolutions cette année, notamment au niveau de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, c'est des banques, c'est des monnaies qui sont virtuelles, mais je dirais qu'actuellement, votre compte bancaire est virtuel. Hein. Vous n'avez pas d'or dans des coffres, ni de bijoux, ni quoi que ce soit. Donc, c'est complètement virtuel. Donc, d'un jour à l'autre, la banque elle peut dire qu'elle efface tout ce qu'il y a sur les comptes, et ni vu ni connu. Bon, ça ne se passera peut-être pas comme ça, parce que les populations vont manifester et se réveiller en grand nombre. Mais une alternative, je dirais, au fonctionnement des banques, c'est l'utilisation des crypto-monnaies. Et donc la première crypto-monnaie qui a été introduite, c'est ce qu'on appelle le Bitcoin. Donc c'est arrivé en 2009, et donc depuis l'existence de cette crypto-monnaie, si vous regardez maintenant sur Internet, vous verrez qu'il y a un capital d'à peu près 120 milliards d'euros pour cette seule monnaie. Donc c'est pas énorme à l'échelle mondiale, mais ça commence à être assez conséquent quand même. En fait, ce sont des monnaies qui sont virtuelles et qui sont vérifiées par ordinateur et par Internet. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de ces crypto-monnaies, mais le gros défaut de ces monnaies-là, c'est qu'elles ne sont pas stables. C'est-à-dire que c'est des monnaies spéculatives. Et donc, si vous regardez tous les jours les monnaies, vous les verrez monter, descendre, etc. Comme par exemple, le Bitcoin, il est monté à plus de 15 000 euros, et puis là, il est redescendu à 6 800 à peu près, 6 700. Et donc, il y a de fortes variations, en fait, sur la cotation de ces crypto-monnaies. Et donc, on pourrait très bien s'en servir au niveau mondial, mais il faut qu'on passe maintenant à des crypto-monnaies qui soient stables. Et c'est ce que voulait faire Facebook en introduisant une crypto-monnaie qu'on appelle la Libra. Et donc, il voulait introduire une crypto-monnaie stable basée sur l'euro, le dollar et le yen. Et donc, pour l'instant, on leur met des bâtons dans les roues. Pour l'instant, c'est interdit en Europe et aux États-Unis. Donc, je ne sais pas s'ils vont poursuivre leur projet. Mais n'importe qui peut créer des crypto-monnaies. Donc, pour vous donner juste une idée du nombre de crypto-monnaies qui ont été créées depuis 2009, il y en a à peu près, alors peut-être que je suis un peu bas au niveau du chiffre, il y a à peu près 2700 crypto-monnaies différentes. Et donc, je pense qu'il va y avoir, à partir du moment où il va y avoir des crypto-monnaies qui vont sortir, donc notamment la Chine qui parle de sortir une crypto-monnaie cette année, ainsi que l'Europe, une crypto-monnaie, peut-être que les États-Unis vont suivre, je ne sais pas. Là, il va y avoir une bataille sévère entre les crypto-monnaies, et je pense que d'ici quelques années, il n'y en aura peut-être plus qu'une qui servira de référence. Donc on verra ce qui se passera. Donc ici, ça veut dire que là, pour faire des échanges commerciaux, donc il n'y aura plus besoin de passer par les banques. Et donc ça, c'est une véritable révolution. Et ça sera très sécurisé quand même. Voilà. Alors, des évolutions techniques vont apparaître sur le marché. Alors, on a connu ce qu'on appelle la voiture électrique. Vous allez voir apparaître, et il y a déjà des prototypes, je dirais, de voitures qui fonctionnent à l'hydrogène. En fait, il ne faudrait pas parler de voiture hydrogène, mais de voiture hydrogène électrique. Parce que, ces voitures à hydrogène possèdent un réservoir d'hydrogène haute pression, et puis vont transformer l'hydrogène en électricité avec une pile à combustible, et donc avec un convertisseur, ça va être transformé en électricité utilisable directement par les moteurs. Et également, on va pouvoir stocker une partie de l'énergie électrique dans des batteries. Donc ça va fonctionner au niveau électrique, et ça va être en même temps fonctionner avec l'hydrogène. Donc c'est la combinaison en fait des deux.
Et donc c'est le gros avantage de ces voitures-là, donc c'est leur autonomie, c'est qu'ils permettront de faire 700 à 800 km d'une traite et de recharger le réservoir en 3-4 minutes, un peu comme on fait actuellement avec un réservoir essence. Il existe des moteurs de voitures électriques qui sont mis sur un espace public. Est-ce qu'ils ont fait du comptage? Ils ont fait Alors on a un peu de mal à entendre. Oui, ils ont mis du comptage, ils ont fait l'arme de direction, ils ont mis un alternateur, ils ont stabilisé le voltage et la tension et l'éclairage, et ils rechargent les batteries au fur et à mesure que tu roules. C'est un modèle qui le fait actuellement. Oui. Alors ici, un des avantages aussi de cette voiture hydrogène, c'est que la capacité des batteries sera nettement plus faible. Donc on aura un coût de batterie beaucoup plus faible. Donc je pense que ça ira dans le bon sens. Après, le point qui va venir juste après, c'est qu'il faudra qu'on ait des pompes donc à hydrogène réparties sur tout le territoire français. Donc les Allemands ont décidé de lancer les choses et ils disent que dans 2 ans, ils sont prêts. Enfin, ils vont commercialiser en grand nombre donc les voitures hydrogène. Les Chinois aussi ont commencé. Oui. Vous connaissez les travaux de Stanley Meyer? Oui. Pas loin de 40 ans, où il tirait l'hydrogène de l'eau en temps réel. Oui. Il n'y a plus besoin de batterie, c'est plus écologique. Oui, mais attention, là, ça fait partie de ce qu'on appelle les énergies libres. Oui. Et donc, on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. D'accord. D'accord. Donc, c'est encore dans les carnets. Et ça va sortir bientôt, mais je pense dans 5 ans. Dans 4-5 ans. Les énergies libres? Les énergies libres. T'es optimiste alors? Oui. Et, parce qu'en fait, on est dans une phase d'accélération exponentielle de la conscience humaine. Hein, et donc c'est pour ça que les choses vont aller beaucoup plus vite. Les panneaux solaires, donc les panneaux solaires on connaît déjà depuis un certain temps, mais là il y a des nouvelles technologies qui viennent de sortir et qui vont permettre d'avoir des panneaux solaires à meilleur marché. D'accord. Donc il y aura réellement une rentabilité des panneaux solaires, alors qu'actuellement c'était pas si évident que ça qu'on ait la rentabilité. Les réseaux 5G, donc vous avez entendu parler, enfin, vous utilisez le réseau 4G actuellement avec vos smartphones, donc ils sont en train notamment les Chinois, sont en train de mettre au point donc, le système 5G, mais pour moi il y a quand même un problème avec le réseau 5G, c'est que les puissants, pour pouvoir, je dirais, rentrer en contact, en communication avec tous les smartphones, il faut mettre beaucoup plus d'antennes déjà, hein, et il faut avoir des puissances nettement supérieures à celles qu'on avait pour la 4G. Pourquoi? Parce qu'on est dans des bandes de fréquences qui sont supérieures et donc qui peuvent contenir beaucoup plus d'informations. D'accord? Et donc, comme on veut transmettre beaucoup plus d'informations, il faut utiliser des bandes de fréquences supérieures. Et donc là, je pense qu'il y a un gros risque pour la santé. Et donc, les Belges, notamment, je crois que Bruxelles, ont interdit l'utilisation de la 5G tant qu'on n'a pas d'informations, je dirais, sur les conséquences pour la santé. Alors, l'intelligence avec l'automatisation avec l'intelligence artificielle, ça c'est quelque chose qui est parti. Moi, dans l'entreprise où je travaillais, donc Schneider Electric, donc on voulait remplacer 50% du personnel et des opérateurs par des robots. Donc 50% du personnel par des robots, et donc en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, les robots, il ne faut pas s'attendre réellement à voir des robots comme ça, hein, mais plutôt des bras, des choses qui se déplacent et qui remplacent en fait l'homme. D'accord? Il y a aussi des robots qui sont des aides à l'homme, donc ça veut dire que les opérateurs ont un nombre de tâches beaucoup plus restreintes et le robot fait le reste. Voilà. Alors tout à l'heure on parlait de divulgation. C'est pas croyable, on n'entend pas. Non, oui, c'est incroyable. Vous arrêtez pas de parler. La conférence, il faut la faire là-bas. C'est insupportable. Hein. Il faut pas sortir. Oh, c'est pas vrai. Bon. Donc la divulgation interne, donc, concernant les abus, les manipulations, les malversations et la corruption, va s'intensifier. Donc du fait que je dirais qu'on a des moyens importants de communication, donc avec Internet, les téléphones et autres,
eh bien, il va être de plus en plus difficile de cacher quoi que ce soit. Et notamment, les gens qui possèdent des informations vont sentir comme un devoir de communiquer leurs informations. J'ai juste un petit exemple. En Italie, il y avait un petit fait de corruption. Une préfète qui avait 1200 € qu'elle n'allait pas dépenser. Il aurait fallu qu'elle les rembourse donc au gouvernement, mais au lieu de les rembourser au gouvernement, elle a demandé à une association de lui faire une facture. Donc c'est pour 1200 € facture, et puis en compensation de la facture, elle aurait donné 600 € à la personne qui faisait la facture, et puis 600, elle aurait gardé 600 € pour elle. D'accord? Eh bien, donc elle est allée dans un bar pour prendre la facture et faire l'échange de l'argent, mais la personne qui avait fait la facture avait prévenu la police. Et donc, la préfète s'est fait prendre sur le fait, et donc maintenant elle est accusée de corruption. Elle est pour 600 €. Voilà, donc c'est des choses qui ne sont plus acceptables. Puisque nous, on nous demande de payer nos impôts et d'être honnête vis-à-vis du gouvernement, il n'y a pas de raison que les personnes qui travaillent pour le gouvernement ne soient pas honnêtes. Alors, dans les divulgations et révélations, donc il y en a eu quand même qui ont été faites, je dirais, à travers des hommes qui se sont illustrés, comme Edward Snowden. Donc lui, il s'est intéressé à la NSA. Donc c'est un service gouvernemental et d'information, je dirais. Ils arrivaient à collecter donc toutes les informations à travers des communications téléphoniques et autres. Donc ils avaient des centraux énormes d'ordinateurs pouvant collecter toutes les informations et essayer d'en tirer profit. Et donc Edward Snowden a divulgué tout ce genre de choses et certaines des infos qu'ils avaient. Et Julian Assange aussi, qui a été actuellement emprisonné et qui a passé une bonne partie des 10 dernières années dans une prison en Angleterre, pas une prison, à l'ambassade d'Amérique latine, je ne sais plus quel est le pays. L'Équateur, voilà, l'ambassade d'Équateur. Il a passé plusieurs années parce qu'il y avait un mandat contre lui. On l'accusait de viol mais en Suède, mais l'accusation est tombée. Donc la Suède ne le recherche plus pour viol. Voilà, donc ce que je veux dire simplement, c'est que les divulgations et révélations vont commencer à se faire, et d'abord peut-être avec une petite intensité, et puis ça va augmenter crescendo tout au long de l'année. Il va y avoir encore des divulgations et révélations faites les années qui vont suivre, donc en 2021, 2022. Alors, des révélations seront faites pour dévoiler progressivement l'histoire réelle de la Terre et de l'humanité. Donc là, par exemple, j'ai pris donc le Sphinx et puis les pyramides d'Égypte. Il y a des choses qui sont connues, notamment par des personnes qui sont proches du gouvernement égyptien. Par exemple, on parle d'entrées qui seraient sous une des pattes du Sphinx, qui permettraient d'accéder à des salles qui sont en dessous. Donc ce genre de choses, pour l'instant, ce n'est que des informations qui circulent, mais bientôt, ce sera réellement des révélations ou des divulgations, parce que quand le gouvernement égyptien va sauter, donc c'est une dictature, donc il est à peu près sûr qu'ils vont sauter un jour ou l'autre. Donc si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans. Étant donné l'évolution de la conscience humaine, eh bien, toutes ces choses-là ne seront plus retenues, les informations ne seront plus retenues par ceux qui les connaissent. Alors la divulgation externe. Donc, ce que j'appelle divulgation externe, c'est-à-dire notre histoire vis-à-vis des extraterrestres. Ne concernera pour l'instant que des démonstrations d'OVNI dans le ciel. D'après les messages des channels, ils vont intensifier les apparitions d'OVNI dans le ciel de mois en mois, de telle manière à faire en sorte que les gens se réveillent.
Donc ça doit aider au réveil. Alors là, j'ai vu une vidéo assez récente. Alors, c'est une vidéo qui est faite par une personne qui s'appelle Mavi777. Donc je dirais que l'intérêt de ces vidéos-là, c'est qu'on sait où est-ce que ça s'est produit. Donc là, ça s'est produit à Los Angeles en Californie, 1er janvier 2020, donc il y a une date et un lieu. Alors que lorsque vous voyez des photos d'OVNI dans le ciel, donc vous n'avez pas forcément ces informations-là. Également, vous avez l'auteur de la vidéo. Donc ici, on voit une espèce d'OVNI assez sombre, mais si vous regardez bien, vous allez voir apparaître des petites lumières dans le ciel. Regardez ici. C'est un dirigeable plutôt le sombre. Oui, ça semble être un dirigeable, mais il y a une espèce d'OVNI qui apparaît au-dessus. Ça semble se déplacer comme un dirigeable. Donc là, on ne peut pas dire que c'est un OVNI. Parce qu'en Californie, il y a des dirigeables publicitaires comme il y avait sur Lyon il y a des années en arrière. Le bouilleur, qui passe. Donc je vais passer parce que ça peut durer un certain temps. Là, on peut voir un autre engin qui ressemble plus à un ovni à ce niveau-là. Vous voyez là, donc il est sur le bord. Là, c'est arrivé en Allemagne. C'est aussi le 31 décembre 2019. Là aussi, ça ressemble un peu à un dirigeable. Donc là, c'est pas très parlant, je dirais. Par contre, je pense pas que ça soit un ovni, ça c'est plus. Alors voilà, la fameuse lumière orange, on l'a encore une fois, mais prise différemment. Donc là, c'est en Russie, alors que celle que je vous ai montrée, donc c'était en Oyo. Donc là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ça ressemble un petit peu à des feux d'artifice, mais quand on regarde un petit peu, normalement les feux d'artifice disparaissent assez rapidement. Ils se dirigent tous dans le même sens, et ils avancent relativement lentement. C'est atmosphérique quand même. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dirais des débris qui rentrent dans l'atmosphère, Les comètes. Ouais. Ouais, ça ressemble plutôt à des débris. Bon, admettons. Donc moi j'ai pas Le projet, c'est la vitesse angulaire. j'ai pas de lien particulier là-dessus. On dirait une rentrée, hein. Ouais. Mais sauf qu'il. Donc là ça s'incline. Parce qu'on fume dans l'atmosphère. Ouais. Ok, donc on pourrait penser que c'est des débris de. Attends, c'est pas ovni. Voilà. Alors ici autre chose, un autre phénomène qui commence à être remarqué, c'est que c'est au niveau des nuages cette fois-ci. Donc comme si le nuage, la forme du nuage, évoquait la présence d'un immense vaisseau intérieur. Donc là, ça a deux ovnis qui se promènent, donc à Chester en Angleterre. Le problème des vidéos de smartphone, c'est qu'on voit pas grand-chose. Ouais, c'est un peu difficile. Ça bouge, ça tremble. Alors voilà, c'est le genre de nuage qui peut faire penser à un vaisseau qui serait en fait caché à l'intérieur du nuage et pour ne pas se faire voir et qui reste là. On se demande ce qu'il fait là parce qu'il n'a pas autour. Donc ça c'est au Mexique au 1er janvier.
Des nuages lenticulaires, je dois faire ça. Alors, après, oui, on peut pas savoir. Ouais. Donc là, je vais arrêter pour ça. Donc, voilà pour ce qu'il s'agit des ovnis. Donc, avec l'intensification de l'apparition des ovnis, donc je pense que ce qui va intéresser les ovnis, c'est de faire ce qu'on appelle des démonstrations. C'est-à-dire de se montrer à la public. L'objectif, ça n'est plus... Avant, c'était plutôt d'observer ce qui se passait sur la Terre. Maintenant, c'est plus cet objectif-là. L'objectif, c'est de se montrer à un maximum de personnes. Donc là, on arrive à la fin de ma conférence. Donc, pour moi, donc, avec cette évolution de conscience qu'on va faire entre la 3D et 5D, donc on va assister donc, à la disparition de l'ancien monde, mais ça va se faire de manière progressive. Donc, comme on a construit notre monde, il a fallu quand même des siècles et des siècles. Donc, il faut bien penser que les choses ne disparaissent pas comme ça de temps trop mouvement. Il faut du temps. Donc, ça va disparaître. Et cette année 2020, vous allez voir commencer à disparaître l'ancien monde. Donc, des choses incroyables qui vont se produire et qui vont laisser place au nouveau monde en quelques années. Donc un nouveau monde qui va être axé sur la conscience de la 5D, c'est-à-dire l'amour, l'unité, la paix, etc. Il faut savoir aussi qu'une partie de la population ne sera pas centrée dans cette forme de conscience, restera donc au niveau 3D. Et c'est ce qu'on assiste actuellement, donc avec par exemple les États-Unis et l'Iran, donc ils ne savent pas trop comment rentrer en conflit l'un avec l'autre. Et donc eux, ils sont manifestement restés dans la conscience 3D où ils pensent que la guerre, c'est une solution au problème. Et ça n'est pas une solution. Et je dirais que si vous vous placez, si vous êtes pour les États-Unis et contre l'Iran, ou pour l'Iran et contre les États-Unis, vous participez d'une certaine manière à cette forme de conscience. Donc le mieux à faire, je dirais, c'est de rester neutre. Donc ils veulent se battre, qu'ils se battent, mais vous restez neutre, essayez de rester neutre dans les conflits, de ne pas encourager les conflits. Ta vision par rapport justement à cet événement qui pourrait faire péter un peu la planète? Je pense que on n'arrivera pas à un conflit mondial. Donc pour moi c'est hors de question de voir une troisième guerre mondiale. Par contre, ils vont chercher à rentrer en conflit d'une certaine manière, à montrer leurs muscles, un peu comme Trump essaye de faire. S'il a par exemple menacé de bombarder 52 bases iraniennes, je suppose que c'est des bases militaires. Les Iraniens ont dit que si ça se produisait, ils allaient faire disparaître Israël de la carte. Voilà, donc c'est le genre de... Pour l'instant, ils en sont au niveau du discours, mais il peut effectivement y avoir... Ça peut monter encore d'un cran, mais je dirais que personne n'a réellement intérêt à ce que ça monte. Et on verra. L'avenir n'est pas écrit, mais en tout cas, moi, je pense que il est hors de question pour moi de voir une troisième guerre mondiale. Est-ce que tu penses par exemple que ça pourrait s'arrêter rapidement? Parce que, exemple, si on extrapole, attentat sous faux drapeau dans des capitales européennes, oui. Les Américains ont trait de l'OTAN avec eux et on est parti pour aller faire... non, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Voilà, parce que mais tu vois que ça pourrait grimper en quelques jours. La haine s'est développée entre l'Iran, les États-Unis et Israël depuis des années et des années. Donc c'est pas en quelques semaines que ça va s'arrêter. Mais bon, c'est la haine qui entraîne ce genre de choses. Voilà, donc juste un conseil, comme les choses vont quand même être assez mouvementées. Donc il faudra essayer de rester bien centré pour ne pas subir le ballonnement et les secousses des événements. Donc on va certainement assister à une série d'événements, mais si vous restez neutre, si vous restez au centre, là je vais juste vous donner une image. Là,
vous avez un immense ouragan, eh bien les gens qui sont juste au centre de l'ouragan ne ressentent rien. Donc si vous voulez bien vous sentir, restez au centre, hein, et n'allez pas vers l'extérieur, n'allez pas vous mêler des choses qui ne regardent en fait que les gens qui sont dans la conscience de troisième dimension. Donc vous ne voulez plus participer à ça. On a trop longtemps souffert, des guerres, des morts, des blessures, etc., pour que ça continue encore de manière indéfinie. Alors, voilà, donc ça je l'ai dit. Donc l'ascension, on va bientôt pouvoir, je pense à l'horizon 2025, donc lancer recevoir des choses comme ça, donc fêter ensemble, parce qu'on aura passé le cap difficile. Après 2025, hein, donc les 3-4 ans qui viennent, et bien les choses seront beaucoup plus légères. Ça ne veut pas dire que que tous les problèmes seront résolus, mais on sentira nettement que la conscience 5D prédomine, je dirais maintenant, après sur Terre. Et donc je vous souhaite non pas une bonne année, mais une merveilleuse année, et une merveilleuse ascension à tous et à toutes. Voilà. La lumière,